Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo du vendredi et regardez, on a investi. Ça m'a coûté 325 €. Mais je pense que la qualité va s'en ressentir. Comme quoi nous lisons les commentaires. Voilà, Jefferson, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Bon, Par on ce va beau commencer soleil. ce beau soleil, t'as vu? Incroyable, hein? Ouais. Bon, on va commencer comme à chaque vidéo par un petit point des arrivées, des ventes de la semaine. On a fait une belle semaine, les amis. On a vendu pas mal de voitures. Notre Civic Type R qu'on présentait lors de la précédente vidéo. On a vendu la Clio 2 RS qu'on vous avait présentée. Donc on avait fait un sujet, voilà, la Vert Orion, sur l'avant-dernière vidéo. Et qu'est-ce qu'on avait vendu d'autre? On a vendu une Mégane 4 RS à Akram, donc vous verrez la vidéo ce soir sur sa chaîne YouTube. Bon, je pense que ça ne fera pas trop de pub parce qu'il n'a pas besoin de ça, mais bon, vous voyez où je veux en venir. Donc, qu'est-ce qu'on a vendu d'autre, Jeff? Ultime. Une Mégane RS Ultime. Noir. Et d'ailleurs, petite parenthèse, les amis, il nous en reste encore deux, neuves. Prix catalogue France, donc hors option 53 450. Si vous prenez le jaune Sirius, c'est 2000 € l'option, je crois. Un peu moins. Ouais. Donc on est à 55 000. Donc ça, voilà, si jamais l'un ou l'une d'entre vous recherche une ultime neuve, possibilité pour vous de nous en commander une. On passe aux entrées. Aux reprises, ouais. Nous avons repris cette Clio 2 RS première génération, phase 1, sur la Clio 2 RS Vert Orion. Nous avons vendu 200 000 km. En revanche, on a un beau dossier de facture. Distribution récente. Distribution récente, contrôle technique, les freins, les 4 pneus sont neufs, il y a du Michelin. La voiture est dans un bel état. Alors, c'est une voiture qui a. Titane. C'est un gris titane. Jeff me faisait remarquer que la couleur était pailletée et c'est vrai que le gris ressort bien. On s'en est pas encore occupé, hein, donc elle est Oui. plutôt propre, en tout cas en état de présentation assez intéressant. Une banquette arrière en super état. Et elle roule super bien, elle fait pas trop son kilométrage à l'usage. Jeff, qu'est-ce que tu peux tous nous les dire cas, sur le prix? on peut dire qu'elle a sa couleur d'origine. Ouais. Bon, le dossier de facture, on l'avait aussi sur l'autre, donc voilà. Elle a les deux options, options ou équipement. Hein. Vas-y, tiens. Je vais te filmer parce que les gens t'aiment beaucoup. Donc, après, je ne suis pas un spécialiste de ce modèle. Hein. Moi, tu sais, c'est Gordini. Hein. Oh putain, qu'est-ce que c'était drôle ça. Ah ouais, putain, c'est bien foutu de ma gueule. Ouais, voilà, les deux options que les mecs, les passionnés ou en tout cas les puristes aiment bien. Donc il y a le Shift Light, je crois que c'est le débattement très court de la boîte de vitesse. C'est incroyable de dire qu'il y avait ça en option. C'était une option catalogue ça? Alors je sais pas si c'est une option ou si c'est une histoire d'années de mise en circulation. Genre au départ il y avait ça et après ça n'y était plus. C'est ouf. Je crois que c'est plutôt ça d'ailleurs. Ok. Et elle a le capot alu. Et donc ça, pareil, une option ou c'est un... Bah même problème, je sais pas te dire. J'ai bien dit que je n'étais pas spécialiste de cette voiture à la base. Si les gens peuvent nous dire, donc capot alu. Ouais. Incroyable. Et c'est les deux trucs, donc tu vois les annonces. D'ailleurs dans le titre de l'annonce Le Bon Coin, il faudra le mettre. Ouais. Ok. Donc capot alu, shift like. Elle a quelques, voilà, elle a quelques petits défauts. défauts. Kilomètres, hein, donc il y a les ajustements de pare-choc un petit peu à revoir. C'est un prix, on va être sur un prix contenu. Il y a des mini-boss, des trucs comme ça, mais... Combien ça vaut ça? Bah écoute, je pense que ça vaut plus ou moins 8 000 € 8 000 € à peu près. 8 000, 8 500, il faudra qu'on étudie un petit peu le marché, qu'on regarde le dossier de facture justement, mais je pense que ça se valorise tout ça. Après ça a des kilomètres, mais je pense que ça ne perdra plus de valeur. Là il n'y a pas d'histoire de malus, il n'y a pas d'histoire de, en même temps, FAP, de je ne sais quoi. Trouve-moi une voiture entre guillemets aussi plaisante à conduire qu'à ce prix-là. Il n'y a pas 8 000 € au bout d'un moment, tu vois. C'est ça. Et puis de toute façon, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est une voiture qui doit être de 2001. Oui. Elle a 22 ans, donc elles vont toutes avoir ces kilométrages-là. Donc c'est l'état du marché actuel et je dirais que son kilométrage est largement dans la moyenne. Bien sûr. Ça fait moins de 10 000 km par an. Parlons de celle-ci. Donc c'est la reprise qu'on avait vendue à Akram il y a 2 semaines. Donc on lui a vendu une Trophy Orange. Vous le verrez ce soir sur sa vidéo. Et donc on lui a repris la blanche qu'on lui avait vendue. Pour rappel, Jeff, tu peux nous en parler? Première main française? Première main française, 280 chevaux, 76 000 km. Plutôt bien équipé, Alcantara. Volant Alcantara d'ailleurs.
Bon, le Airlink, la caméra de recul, les sièges chauffants. Le tête haute. Le tête haute, ouais. Qu'est-ce qui lui manquerait? Le Bose. Ouais, okay. Il manque le Bose. En revanche, première main française et voilà. Full entretenu Renault. On sera l'un des plus petits prix de France dessus. 31 990. Voilà. De toute façon, Akram avait dégainé très rapidement, donc on n'avait pas trop eu le temps de tester le marché. 4 pneus Michelin neufs. Donc non, elle est très belle. Donc voilà, si ça vous intéresse, on va la remettre en ligne. Qu'est-ce qu'on voulait évoquer comme point avant le sujet? Avant le sujet, on avait dit qu'on parlerait des ventes, des entrées, des malus et des ultimes. Oui, les ultimes, j'en ai parlé. Les ultimes, tu en as parlé, ouais, donc on en est à 4 de vendus, encore 2 de dispo. Une actuellement en annonce qui est 100% française sur notre page. J'en ai pas parlé, on a une ultime en stock alors qu'on rentre la semaine prochaine, mais je peux déjà vous en parler. Une jaune française immatriculée, donc pas de malus, à 69 000 €. Jeff, corrige-moi si je me trompe, mais c'est ça, hein, 68 9. Écoute, je vais vérifier. Non, mais je crois que c'est ça. 10 secondes. Je crois que c'est ça. Donc jaune, pas d'option. Donc elle n'a pas le toit ouvrant. Elle a la housse. Elle a la housse, ouais, tout à fait. Elle a la housse. 66 900. 66 900, putain. 67 000. Tu inverses les 6 et les 9, c'est mon vrai. cher ami. Et non, ce n'est pas de la dyslexie. Parce que la dyslexie, je m'étais renseigné la dernière fois, c'est que sur les lettres et les mots. Les chiffres, ça s'appelle pas, on n'appelle pas ça un dyslexique. Je sais plus si on avait montré la M3. Et oui, l'entrée, c'est vrai qu'on ne l'a pas montré. Bah non, c'était... Ah, j'ai un doute. Bon, voilà, de toute façon, c'est une M3 compétition avec le rare, une option assez originale qui est l'intérieur Gold Brown. Donc ça tranche bien avec le côté un petit peu noir et sobre extérieurement. Ouais. Donc voilà, une des moins chères en M3 compétition LCI sur le marché français, donc malus payé, hein, puisque la voiture est en plaque France. Les amis, on voulait aussi faire une petite parenthèse. Beaucoup de gens me l'ont signalé sur Instagram et c'est vrai qu'avec Jeff on en a parlé. Ça y est, la grille des malus 2024 est tombée. L'État français se gave un peu plus. Alors, petite parenthèse rapidement, moi je trouve ça scandaleux, on ne va pas ouvrir un débat, mais que l'État pénalise sous couvert de l'écologie l'économie française à ce point-là, puisque on va parler un peu plus en détail de la grille, mais en gros, prenons un exemple, on parlait de la Mégane RS Ultime, malus 2023, 15 500 €, oui. Malus 2024, 45 000 €. Oui. Soit quasiment le prix du véhicule, donc en fait… Oui, parce que la spécificité de la grille, excuse-moi je te coupe, 2024, c'est qu'il n'y a plus de plafonnement à 50% par rapport au prix du véhicule. C'est-à-dire qu'on pourra aisément payer un malus plus cher que le prix du véhicule, ce qui est ridicule. Et donc moi je suis outré et c'est une question ouverte que je pose à nos technocrates, vraiment, et ce n'est pas une blague. Que fait l'État? Ils sont en train de nous plomber notre passion automobile et contrairement à ce qu'on pense, les gens qui mettent 50 000, 60 000, 100 000 € sur la table ne peuvent pas mettre encore 50 000 de plus. Ce n'est pas possible. Donc c'est une vraie question que je pose. Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est pour ça que la planète ira mieux en termes d'écologie? Je sais qu'il y a un vrai problème d'écologie, il faut le dire, de réchauffement climatique, etc. Néanmoins, que fait l'État, Jeff? Ça commence à faire beaucoup de taxes. Hein. Je reprends l'exemple de Mégane Ultime, tu l'achètes à 55 000 €. Tu as 20% de TVA. Tu as déjà 20% de TVA là-dedans, donc tu rajoutes… Alors bon, c'est pas le bon exemple parce que la Mégane Ultime, elles vont toutes être immatriculées cette année, puisque de toute façon, ils vont plus en produire et puis stratégiquement, personne ne va l'immatriculer l'année prochaine. Mais effectivement, ça fait beaucoup de taxes dans les taxes. C'est ça, c'est ça. Donc, oui, c'est totalement aberrant. Et encore une fois, ça pénalise l'industrie automobile d'une manière générale. Alors oui, certes, les voitures françaises, donc l'économie, j'ai envie de dire, interne à la France, seront moyennement pénalisées parce qu'on n'est pas sur des véhicules qui polluent beaucoup. En revanche, tout le monde n'achète pas des Renault et des Peugeot. Voilà. Et donc… voilà, moi je suis un peu outré là-dessus. Donc pour récapituler, donc malus maximum 60 000 € au lieu de 50. Déclenchement du malus abaissé, si je ne dis pas de bêtises, 113 grammes. 113 grammes. Et puis ça monte crescendo. Et donc voilà. Ça commence de 50 €, c'est ça. 113 grammes je crois, jusqu'à 60 000 pour
C'est 225 grammes, je crois, à partir de 225 grammes, les 60 000. Mais bon, voilà, une ultime, c'est 191 de rejet de CO2. 191, ça faisait 45 000 euros. Donc, ouais, donc voilà, effectivement, si vous êtes acheteur de véhicules neufs, peut-être précipitez votre achat, vous serez gagnant. Et par contre, parallèlement à ça, il y a un effet un peu pervers qui va plutôt nous servir que nous desservir, c'est le maintien du marché de l'occasion. Parce que si on prend un autre exemple, celui de la BMW M2, la dernière, techniquement, malucé l'année prochaine, la voiture avec une belle config, ça fait 140 000, 150 000 euros. Alors que là, aujourd'hui, une config identique, on la paierait 110, 120. Donc effectivement, il vaut peut-être mieux la payer ce prix-là, sachant que vu qu'elle vaut plus cher l'année prochaine, normalement, elle va garder cette valeur un petit moment. Et ça favorisera les modèles récents. Donc là, tu parles de la dernière M2, mais je pense que du coup, la M2 compétition de génération précédente, mécaniquement, gardera une valeur assez élevée. Ça va tout tirer vers le haut. Donc je dirais que nous, on a un avis assez neutre là-dessus, où on trouve que c'est aberrant, c'est malus, etc. Maintenant, notre activité, c'est essentiellement de la vente de voitures d'occasion. Les ultimes mises à part, parce que ça, c'est une opportunité qu'on a, donc on l'exploite. Mais bon, voilà, ça a quand même un effet positif, même si je trouve que pour l'intérêt général et l'intérêt commun, c'est plutôt négatif. On vous fera un sujet aussi, c'est intéressant, j'y pense là en même temps que je réfléchis. Alors, je suis contre ça, les amis, sachez-le, mais on est obligé quelque part d'en parler parce que, d'ailleurs, je pense que certains d'entre vous vont réagir en commentaire sur les solutions d'immatriculation étrangère. J'aime pas parler de ça parce que moi, j'ai toujours favorisé mon GT4 RS immatriculé en France, j'ai payé le malus et je pense que quand on vit en France, il faut aussi payer ses impôts, payer ses taxes, etc. C'est très important. Mais à une certaine mesure, là, c'est du vol, on ne va pas se le cacher. Et donc, on fera un sujet, Jeff, je ne sais pas ce que tu en penses, sur les solutions d'immatriculation étrangère. Sachez que c'est un sujet qu'on va traiter, mais voilà, ne tiennent qu'à vous d'utiliser ou pas ces méthodes, sachant que c'est illégal, sachez-le. Quand le véhicule roule en France, il doit être immatriculé en France. C'est la loi, c'est comme ça. Après, il y a des systèmes, voilà, des subterfuges. Subterfuge, frérot, je ne sais pas comment le dire. Subterfuge. Subterfuge, c'est un mot que j'aime bien, je le réutiliserai. Et j'avais beaucoup étudié ces sujets-là. Sans trop m'avancer, je pense quasiment tous les connaître. À part dans certains pays, tu vois, mais globalement, je saurais parler du Luxembourg assez aisément, Andorre, Monaco, ça c'est un grand classique. L'Allemagne aussi, on n'y pense pas assez. Mais bon, voilà, on ne va pas en parler là, mais on fera un sujet là-dessus parce que c'est intéressant. Et puis voilà. Passons. Attends, t'oublies un petit truc. Oui. T'as reçu un colis, je crois. Dis-moi tout. Ah oui. Tu fais bien d'en parler. Un colis. Tu fais bien d'en parler. Ça sert beaucoup sur cette voiture. Tu fais bien d'en parler, mon ami. Je vais en parler rapidement, mais je ferai aussi une vidéo à ce sujet-là parce que c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup intéressé, parce que ça fait depuis quelques mois maintenant que je fais un peu de circuit, notamment depuis que j'ai cette voiture-là. Et donc, quand on fait du circuit, il y a la question des pneumatiques qui se pose pour ceux qui font beaucoup de track day. Et alors, ça peut paraître assez ennuyant comme sujet, les pneus, etc., mais c'est intéressant. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Sachez que quand j'ai eu la voiture, j'ai été livré en Dunlop Race Max. En fait, sur le GT4 RS, il y a deux mondes possibles. Le Race Max, qui est un super pneu, et du Michelin Cup 2, si je ne dis pas de bêtises. Moi, j'ai été livré en Race Max. Pneu à gomme plutôt moyenne, dure. À gomme intermédiaire, si je puis dire. Donc, pneu plutôt résistant. Au Vigan, ils avaient bien tenu. Ah putain, au Vigan, il faisait chaud. 3 jours c'était fou, de roulage. Et puis j'avais glissé et tout. Ouais. Et Goodyear, en fait, m'a gentiment proposé d'essayer leur gamme de pneus. Pour tout vous dire, j'y connaissais pas grand-chose en pneus avant de m'intéresser vraiment à ça. Et moi, j'adore m'intéresser à plein de sujets. Et en l'occurrence, je pense que je suis plutôt calé maintenant sur le sujet. Et donc, je voulais vous parler de ces Eagle Super Sport. Alors en fait, c'est un équivalent au Cup 2R. Et même quand tu regardes les notes et les avis, il paraît que c'est mieux que du Cup 2R. Pourtant, la référence.
Super pneu. J'ai roulé au Mans avec lors du Big Car Show. Et donc voilà, j'en ai repris 2 parce que en fait, il n'y a pas mieux. Alors c'est du tendre, donc les amis, j'en parlerai aussi lors d'un sujet, mais pour bien les préserver, pensez à faire vos tours de refroidissement. C'est très important pour que votre gomme redescende en température. Sinon, elle a tendance à faire des genres de boules. Mais sinon, en termes de grippe, c'est extraordinaire. Jeff, toi, tu avais conduit avec ça, tu avais vu une différence ou pas? Écoute, ouais, j'avais très peu conduit ceux-là, j'avais beaucoup conduit. Les Race Max, pas mal, hein, les Race Max. Ouais, franchement, j'avais beaucoup aimé. Mais bon, après, tu sais comment je conduis, j'ai une conduite beaucoup plus soft que la tienne, donc percevoir la différence, franchement, non. Surtout qu'en plus de ça, il y avait aussi un step différent, c'est que tu avais fait faire des réglages sur ta voiture. Oui, j'avais mis des cales. Donc là-dessus, j'avais ressenti la différence. Mais par contre, je n'aurais pas d'avis à donner malheureusement sur les pneus et je m'en excuse. Mais... Non, mais voilà, je voulais faire une petite parenthèse là-dessus. Super pneu, un peu au-dessus du Cup de R. Gomme tendre, donc effectivement, ça a tendance à s'user un peu plus vite que du Race Max ou même du Cup 2, non R. En revanche, voilà, si vous faites vos tours de refroidissement et si vous êtes à la recherche de la seconde que vous n'aurez pas avec du Cup 2 ou du Race Max, et c'est le pneu pour vous en tout cas. Ok. Les amis, on peut passer au sujet qui vous intéresse. Comment on peut se filmer là pour qu'on puisse nous avoir dans la caméra tous les deux? Est-ce qu'on se fait un passe-passe? Comment tu le sens? C'est du direct. Attends. Je vais essayer un truc. Avec l'antenne de la Civic. C'est pas mal comme ça, hein? On nous voit bien? Ouais, ça peut le faire. Super. Super. Bah attends, c'est comme ça qu'on aime faire nos sujets. Ouais, j'espère que le micro, ça va… Ouais, je pense que ça va être pas mal. Dans la dernière, en tout cas, ça avait fonctionné. T'imagines, on regarde la vidéo, 20 minutes, on voit que ça n'a pas marché. Putain. Ce serait fou. Hein. Voilà, on vrille. Hein. Ouais. Les amis, on voulait vous parler du sujet de la trésorerie. Nombreux sont ceux qui me demandent, que ce soit à travers nos lives, on en avait fait un info, on nous l'avait demandé. Message privé, commentaire YouTube, au sujet de la trésorerie dans le cadre d'une activité de marchand. Ce qui est notre cas. Ce qui est notre cas. Vous n'êtes pas sans savoir que la trésorerie dans ce type d'activité, vous le savez puisque vous me posez la question, c'est le nerf de la guerre. Je pense qu'un marchand qui performe, bon, c'est un marchand qui, je le dis souvent, qui se spécialise sur une typologie de produits. C'est un marchand qui est sérieux, qui gère son SAV, très important. Mais c'est aussi un marchand qui a de l'argent. Qu'on le veuille ou non, on ne peut pas faire de l'argent sans argent. Alors, je me permets de te nuancer. Vas-y. Tu vois sans doute de quoi je parle, mais il existe des concepts où justement, en profanant entre guillemets un dépôt-vente exclusif, on peut faire beaucoup d'argent avec peu d'argent. Parce qu'un dépôt-vente, à part vendre de la prestation, on n'a pas besoin d'avancer d'argent. C'est beaucoup de communication, beaucoup de phoning, etc. Récupérer les voitures, les mettre en annonce, les vendre pour l'intermédiaire d'un propriétaire, trouver l'acheteur. Et ça, effectivement, il y a un concept qui existe autour de ça et je pense que Benjamin, entre autres, aura largement l'occasion d'en reparler. Mais voilà, c'est la petite nuance. Mais effectivement, sinon, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Plus on en a, plus on peut en faire. On peut aussi faire vraiment n'importe quoi avec beaucoup d'argent. Donc, il faut quand même garder un peu les pieds sur terre, ne pas acheter tout et rien, tout et n'importe quoi, pardon. Et parfois, je vais aussi… c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, vous le savez, on s'est fait voler 3 Mégane RS, donc on a potentiellement 120 000 € qu'on ne peut pas utiliser pour le moment parce qu'on attend de se faire rembourser par les assurances, etc. Il y a 2 Alpines, pareil, qui sont en réparation, on en avait parlé, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et donc, on a un trou de trésorerie depuis quelques semaines de quand même plus ou moins 100 000 €. Et en fait, avec Jeff, pour parler tout à fait franchement, on travaille avec plus ou moins 300 000 €. Donc 300 000 moins 100, ça fait 200. Donc il y a quand même un trou. Sachant que dans les 200, il y a aussi une Porsche qui colle. Il y a une Porsche à 100 000 € qui va se vendre, mais bon, qui est là. Et puis le TTRS. Le TTRS, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, on le dit au passage, on l'a remis au prix d'achat. Parfois, il faut savoir se brûler les ailes. Mais bon, avec cet argent-là, on peut faire de l'argent. Donc, vaut mieux parfois pas gagner. Et voilà. Donc en fait, depuis un mois, Jeff, il faut le dire, je suis assez fier de nous là-dessus, c'est qu'on arrive à faire de l'argent sans en avoir. Oui. Et on rentre dans le vif du sujet. Et c'est même pas du dépôt-vente. C'est là où c'est fou.
C'est de la mise en relation, mais plutôt professionnelle. Donc, solliciter à la fois des clients, d'autres professionnels qui sont en recherche de voitures. Nous, apporter une solution par notre réseau de trouver la voiture et du coup utiliser des financements extérieurs pour financer ces voitures qui sont en plus de ça prévendues. Donc, le risque, il est de zéro. Et effectivement, on fait de l'argent comme ça sans avoir fait aucun virement. Exactement. Donc, bon, c'est pas nos pratiques. La plupart des voitures que vous voyez ici, c'est soit du dépôt-vente, soit des fonds qu'on a mis pour les acheter. Bien sûr. Mais là, en l'occurrence, alors on pense naturellement au Mégane Ultime, mais c'est un mode de fonctionnement qu'on a innové, qu'on a plutôt bien fait. Parce que ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on vend des voitures sans avoir l'impression de les vendre parce qu'on ne les a pas encore, mais elles sont déjà vendues, les voitures sont en train d'être payées, etc. Mais in fine, dans le bilan, on gagne de l'argent. On fait la même marge que si on avait mis 60 000 € ou 70 000 dans un TTRS ou 110 000 dans une Porsche. C'est ça. Donc, c'est là où c'est intéressant. On est assez fiers de nous. Ça, et puis ça nous pousse aussi, et là où je suis d'autant plus fier, à acheter des voitures quand du coup on a un peu d'argent de dispo, dont on sait que c'est de la vente rapide, en tout cas un produit dont la rotation sera la plus faible possible. On ne peut jamais savoir, mais globalement, on a le recul sur certains marchés. Je pense au marché de la Mégane RS. Et en fait, tu vois, j'en parle en même temps que j'y pense, mais je me dis que parfois, ça nous sert aussi de part d'argent. Parce qu'on fait les bons choix. Tu sais, c'est un peu comme demain, on va te lâcher dans une forêt à poil sans oseille. En fait, tu n'auras pas le choix que de te nourrir, que de chasser, que de te construire un abri. Et c'est assez intéressant. Tu développes des facultés, des idées, tu développes des contacts. Regarde notre marchand italien pour les ultimes. C'est un mec avec qui on va pouvoir bosser parce que le Gus, je lui dire écoute, mon cocon, tu as pris 4 ultimes. Donc là, les autres Mégane RS, tu me les vends, tu vois. Donc c'est intéressant, et c'est dans la difficulté quelque part qu'on arrive à performer. Oui, c'est ça. Donc en fait, si on devait un petit peu, je ne sais pas si on peut parler de résumé, parce que je ne sais même pas si on a fait le tour du sujet encore, on n'a rien écrit. Oui. Mais dans l'idée, un marchand a besoin de trésorerie quand même pour pouvoir avoir une certaine aisance. Ne serait-ce que quand on t'appelle et qu'on te dit j'ai une voiture à racheter. Exactement, ou même en fait quand tu as la voiture d'un client en dépôt-vente et que en fait, pour vendre cette voiture, tu dois faire la reprise à l'acheteur potentiel. C'est à toi de sortir l'argent. Il y a deux solutions. On en parlait tout à l'heure hors caméra. Il y a deux solutions. Effectivement, dans ces cas-là, nous, on fait un chèque. Donc, c'est-à-dire que la reprise deviendra notre stock et on aura satisfait notre client puisqu'on lui aura vendu son dépôt-vente et pris la petite marge au passage. Soit, en fait, on pourrait, entre guillemets, mettre le client dans la boucle. C'est-à-dire, voilà, écoute, si tu n'as pas forcément besoin de cet argent, est-ce que tu ne nous le laisserais pas un mois de plus ? Comme ça, finalement, tu vends ta M3, on reprend une M2 dessus. Cette M2, on l'autofinance avec la reprise de ta M3, avec la vente de ta M3. Et tu gagneras aussi de l'argent sur la M2. On te rétribuera une commission pour en fait cet argent pour immobilisé qui nous aura permis d'en faire un peu plus nous aussi. Et en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler vulgairement une culbute, mais c'est du gagnant-gagnant. Donc ça peut être un levier que très honnêtement on n'a pas encore utilisé, mais qu'on peut mettre en place. Oui, bien sûr. Voilà, avoir quand même de la trésorerie, c'est quand même de l'aisance pour acheter un petit peu ce qu'on veut quand on veut, et surtout quand il y a une opportunité. Et enfin, le dépôt-vente, c'est un bon levier aussi justement pour, quand toute la trésorerie est dehors, remplir le showroom, ou en tout cas maximiser dynamiser ta société. d'annonce. Ouais, bien sûr. Ça, et il y a une autre solution, et on en parle assez peu. Moi, vous savez, mon premier comptable, qui est très gentil, je ne remets pas du tout en cause ses capacités, mais m'a toujours dit les banques ne financent pas le stock. C'est faux, c'est faux. J'ai envie de te dire, tout dépend du banquier. En fait, tu as deux façons de te faire financer par la banque. Tu as la ligne de prêt, alors ça, c'est classique. C'est assez classique. On te file une ligne de prêt, tous les mois tu rembourses. Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure avec un client, on parlait du Covid. À l'époque, tu sais, quand ils faisaient les PGE, là. Tu sais que ça aurait été un truc de fou pour nous. Parce que c'était combien de pourcentage du chiffre d'affaires ? C'était pas 50%. Ouais, je sais plus. Non, mais je ne veux pas dire la connerie. T'imagines si on m'avait filé 50% de l'année dernière, j'ai fait 1,2 million, ça aurait fait 500 000 et à taux zéro. C'est extraordinaire pour les marchands auto. Mais bon, on n'est plus dans cette époque-là. Mais bon, oui, les banques financent le stock. En revanche, elle ne te le financera pas au début de ton activité, elle te le financera après un certain nombre d'années. Si elle voit que ta société tourne, si elle voit que tu gagnes de l'argent, il n'y a aucun problème. Donc il y a cette façon-là. La deuxième façon, c'est le découvert glissant. Oui, c'est ça. Ça, c'est intéressant. C'est ça, un découvert sans frais dans une certaine limite,
qui te permettent finalement de déborder un petit peu. Alors, soit tu l'exploites à fond, mais bon, l'idée c'est toujours d'avoir quand même un petit portefeuille de sécurité pour le SAV ou tout ce genre de choses, ou même les charges, charges courantes. Le découvert autorisé, moi je pense qu'il est utile dans la mesure où quand tu vends une voiture et tu sais que tu as toujours 15 jours le temps de toucher l'argent parce que le client fait son financement ou le client attend 15 jours avant de te l'acheter, bah toi comme tu sais que tu as vendu l'auto, tu as touché la compte, tu vas utiliser ça. Dépenser l'argent un petit peu avant de le recevoir. Exactement, en fait. Pour acheter la voiture et tu as ton roulement comme ça. Donc ça, c'est assez intéressant. Et pareil, ça intervient qu'après un certain nombre d'années d'activité. Attention, tout est propre au banquier que vous aurez. Plus ton banquier, plus tu auras un lien, plus tu t'entendras bien avec ton banquier. Tu sais, moi, je parle avec des gens qui ont bien réussi dans le business et ils disent, tu sais, la réussite, c'est toute une affaire de rencontres et d'opportunités. Oui. Tu as deux marchands qui vont fonctionner de la même manière et ils vont avoir deux banquiers différents. Bah, ça se trouve, le banquier, celui qui aura le meilleur banquier va mieux réussir parce qu'il aura plus d'oseille, parce qu'il va pouvoir acheter ses locaux plus tôt, parce que son banquier va être plus permissif. Bon, tu vois, c'est ça aussi le sujet, quoi. Donc, tu as ça et puis tu as un autre levier. De la maison de crédit. Ouais. Ça, tu saurais plus en parler que moi, je pense. Bah écoute, je l'ai découvert au fil d'une discussion avec Julien, J-Motors, qui nous expliquait qu'effectivement, selon les maisons de crédit auxquelles on est rattaché, parce qu'en fait, dans notre profession, on se doit aussi, il est mieux de pouvoir proposer à nos clients des financements lorsqu'ils souhaitent acheter une voiture. Et en fait, selon la maison de financement avec laquelle on est rattaché, selon le nombre de financements qu'on leur apporte, le chiffre d'affaires de financement qu'on leur apporte, pour nous récompenser, eux-mêmes peuvent aussi nous prêter de l'argent. Donc ça rejoint un petit peu l'histoire du prêt auprès de la banque. Sauf que du coup, c'est la maison de financement extérieure à notre banque qui nous le proposerait. Pareil, à un taux assez intéressant, etc. Donc, pourquoi? Pour deux raisons. Bon, tu le sais, hein, Jeff, c'est parce qu'en fait, ils savent que… d'ailleurs, c'est intéressant, ils te le prêtent qu'à partir d'un certain nombre de véhicules financés. C'est-à-dire qu'en gros, ils veulent voir ta capacité à faire financer tes véhicules donc, via leur maison de crédit. Et en fait, ils se disent tout simplement, moi, si je leur prête de l'oseille… Ils vont en faire financer plus, puisqu'ils vont en acheter plus. C'est ça. Donc, je gagne de l'argent avec les intérêts de leur ligne de prêt pour leur trésor et je gagne de l'argent sur les véhicules qu'ils vont financer. C'est ça. C'est gagnant-gagnant. Exactement. Donc, ouais, ça, pareil, c'est quelque chose qu'on exploitera peut-être un petit peu dans le futur, puisque notre rattachement à une maison de financement est assez récent. Donc, à nous de performer. C'est ça. Et puis voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. Et puis ce que j'appelle aussi, alors c'est bête, mais la love money, alors on utilise plutôt ce terme quand c'est le cas d'une création de start-up ou autre, mais la love money, c'est tout simplement l'argent prêté par ses proches. Ah oui, d'accord. Et je ne connaissais pas ce terme. Ouais, c'est l'argent, la love money, quoi. Et en fait, ça c'est bête, mais parfois on n'y pense pas assez. Mais quand vous avez un ami qui a un peu de trésor, un parent, un frère… Eh ben, c'est quelque chose je pense que c'est comme un peu avec le banquier. Voilà. Si cette personne n'a pas besoin de cet argent, si la confiance est là, si cette personne a envie de vous aider, plutôt que cet argent dorme, autant le faire travailler. C'est ça. Après, je pense que c'est un système où peut-être que fiscalement, il faudra que les choses soient un peu plus simples pour que ce soit aussi gagnant-gagnant. Oui. C'est-à-dire qu'on puisse, entre guillemets, rétribuer une commission à un particulier qui nous prêterait de l'argent. Et ce n'est pas si évident que ça. Bah oui, parce que cette personne ne peut pas nous faire de facture ou quoi que ce soit, et comptablement, on ne peut pas sortir de l'argent. Il m'a prêté tant, donc je lui donne tant. En fait, le mécanisme, tu l'as dit, c'est que la personne doit te prêter de l'argent sur ton compte perso, reconnaissance de dette et tutti quanti, et ensuite de ton compte perso, tu fais de l'apport en compte courant. Putain, 28 minutes. Excusez-moi les amis, c'est du direct. Tu fais de l'apport en compte courant de ton perso à ta boîte et ensuite après, au moment de rembourser, tu rembourses la somme qui t'a prêtée en passant de ta boîte à ton perso à la personne. Mais par contre, la commission, effectivement, comment tu la rétribues? C'est ça. C'est pas quelque chose qu'on fait, on n'en a pas l'occasion de toute façon, mais il y a peut-être certaines sociétés qui du coup peuvent ressortir des commissions en liquide, mais nous en vendant des voitures, vous vous doutez bien que liquide, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et puis on n'en demande pas aussi. Et puis de toute façon, les gens maintenant, ils sont tous en virement, en chèque de banque, même si on les refuse, mais ils demandent. Mais oui, dans notre business, c'est pas ce qu'on rencontre. Donc c'est aussi un levier qui pourrait être super intéressant à développer, mais il faudra qu'il soit beaucoup plus simple. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent bloqué, voilà, ou en tout cas dans leurs proches qui ont des gens qui pourraient effectivement participer, mais il faudrait que ce soit un peu plus cadré, quoi. C'est ça.
Enfin voilà, écoutez, après, on espère avoir répondu à un bon nombre de questions qui pourraient se poser sur la trésorerie. Je pense qu'il reste peut-être quelques zones qu'on n'a pas explorées. Et dans ces cas-là, posez-nous les questions en commentaire. Et si elles sont intéressantes et pertinentes, on pourra en reparler au début de la prochaine vidéo. Voilà, mais bon, voilà. La trésorerie, c'est important. Plus vous en avez, mieux c'est. Et en tout cas, les gens souvent nous disent moi, j'ai pas d'argent ou très peu, est-ce que je peux faire ce métier? Oui, tu commences par du dépôt-vente et petit à petit, tu montres que tu arrives à vendre des voitures, même si ce n'est pas les tiennes. Et ensuite, tu vas voir ta banque, tu dis écoutez, je fais du dépôt-vente, j'arrive à les vendre, maintenant je veux aussi acheter les voitures. Ça peut être comme ça. Et puis il faut commencer à une échelle qui soit entre guillemets en rapport avec vos moyens. Il ne faut pas vouloir faire du dépôt-vente et se mettre à un loyer à 5 000 € pour un hangar pour mettre 50 voitures. Il faut peut-être limite commencer par faire du domicile chez les gens ou je ne sais quoi. Et puis petit à petit, tiens, il y a un local à 1 500, je sais que je suis capable de générer 10 000 € de chiffre d'affaires sur du dépôt-vente par mois. Donc je peux me permettre ce loyer et puis petit à petit grimper. Et finalement, après, il y aura une reprise, 2 reprises. Et après, c'est parti, quoi. Et puis au pire, à vous aussi d'être malin et de faire croire que vous avez de l'argent, même si vous n'en avez pas. Ça, c'est vrai. Tu sais, c'est con ce que je vais te dire, mais c'est un peu ce que je fais. Jeff, tu le sais très bien. Je pense que, alors peut-être je me trompe complètement, mais les gens pensent que voilà, tu as des belles caisses et tout. Bon, après, nous, on a une certaine transparence et c'est aussi le but de ces vidéos. Donc, c'est que voilà, on fait le tour, ça c'est à nous, ça c'est du dépôt, ça on l'a rentré, ça c'est une reprise. Mais qu'est-ce qui nous empêcherait de dire que tout ça c'est du stock? Et puis, par notre banquier, personne ne le saurait réellement. C'est ça. Mais bon, c'est pas le but. Et puis, je pense qu'on n'a pas besoin de faire ça. Donc, mais des fois, effectivement, par ego et puis pour rassurer un petit peu, surtout sur une création de société, on peut très bien dire que, enfin, pas nous, mais quelqu'un peut très bien dire toutes ces voitures-là, c'est du stock. C'est neutre, bien sûr. Donc, après, c'est pas vraiment un mensonge. Enfin, si, c'en est un, mais ça part pas d'un mauvais sentiment. Voilà les amis, si vous êtes encore là à ce moment-là, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère avec des arrivées. Je pense que la semaine prochaine, on va pas mal capitaliser sur les ultimes, parce qu'on en aura reçu 2 ou 3. Une belle Alpine qu'on a vendue aussi, une première édition superbe. Ah oui, qui arrivera d'ailleurs en même temps que les ultimes. Donc je pense que la vidéo la semaine prochaine sera en partie sur les arrivages, les livraisons, et puis on trouvera un petit sujet à développer, comme on fait à chaque fois. Ouais, c'est ça. Merci à vous. En tout cas, merci et passez un bon week-end. Hop. 32 minutes.